un bon son. Ah vraiment? Ouais. Mais moi je me suis pas mal. On m'asseoir pour être. T'as le droit de te mettre plus haut, hein, je suis pas. Ouais, non, non, ça va. C'est vraiment utile le micro. Oui, parce qu'en fait on enregistre pour la vidéo, c'est pour avoir un bon son, sinon on aura un son. compris. Alors, ah ouais, là, ça va pas tenir ça. Donc, bienvenue à toutes et à tous pour nos rencontres, les rencontres de la boutique. Je pense que vous connaissez, pour certains, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est un éditeur DVD qui donc fabrique des DVD, et puis on est également une boutique, on existe depuis une quinzaine d'années. Et régulièrement, on accueille à la boutique des critiques, des cinéastes, et on profite de l'occasion. Ah ben, j'ai pas mon crâne, mais voilà. On profite de l'occasion de sortie DVD et Blu-ray pour inviter le réalisateur, et puis Tous les combien vous faites ça? toutes les semaines. Toutes les semaines. Toutes les semaines, plus ou moins régulièrement, mais il y a des semaines plus chargées que d'autres. Et puis l'idée, c'est de discuter, d'échanger ensemble pendant 45 minutes, et puis après, il y a la dédicace. Voilà, donc... La partie Céline Dion, quoi. Voilà, alors Céline Dion, je sais pas si Céline Dion fait beaucoup de dédicaces, mais disons que voilà, on est attaché à l'objet. Donc on est très heureux d'avoir Quentin Dupieux ce soir avec nous. Sympa. Ouais. Voilà, c'est bien l'objet c'est hyper important. Ouais. Alors voilà, première question, c'est quoi toi ton rapport à l'objet DVD peut-être, ou l'objet Blu-ray, ou l'objet pas du tout? Non, moi je fais un parallèle avec les vinyles, en fait c'est un peu le même système. Moi les films, j'ai complètement accepté le digital, et j'ai plus ce besoin de posséder un film, mais effectivement quand j'étais consommateur frénétique de cinéma, il y a une période de ma vie où je ne faisais qu'acheter des DVD en fait, voilà. Ouais. Et je comprends tout à fait l'intérêt de l'objet. Maintenant effectivement, moi je suis... Oui, non, c'est un truc qui ça n'existe plus, mais non, je me rappelle notamment, moi mes meilleurs souvenirs c'était le laserdisc en fait. Ah oui. Là on avait vraiment l'impression de posséder un film parce que c'était grand, et que le film, on n'a jamais eu une aussi bonne qualité d'image sur un disque en fait, voilà. Donc je suis un peu, voilà, j'ai presque 50 ans, j'ai connu le laserdisc. C'était un produit luxueux, mais c'était super, c'était sublime. Et il te reste des laserdiscs chez toi? Non, c'est vieux, c'est vieux. Mais c'est pour ça que dans les échanges mails, je te demandais une liste de films, ce que je fais à tous les invités pour faire un peu le lien avec la boutique, avec voilà, et bon. Non, je suis désolé. Non, mais il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème, mais c'était aussi l'idée de toi des films. Alors, vu que tu as été un grand consommateur de DVD, les films qui t'ont marqué, que vous avez acheté avec plus de frénésie que d'autres peut-être. Il y en a tellement, c'est très compliqué. Non, mais c'est pour ça que je bloque sur ces questions-là à chaque fois. C'est comme quand on me demande des listes de morceaux de musique, ou les trucs, qu'est-ce que tu emmènerais sur une île déserte et tout ça. Moi je bug systématiquement parce que c'est tellement vaste, il y a tellement de choses. Après il y a des films qui m'ont plus marqué que d'autres. Non, alors plutôt, la vraie question rituelle que je pose, c'est ta première image ton premier souvenir de film ou de salle de cinéma, le premier souvenir d'un film qui t'a marqué. Enfant ou... Ouais, on me demande. Ah, aussi. Non, mais moi je suis très culture vidéoclub, c'est pour ça que j'aime bien ce genre d'endroit. Et moi je viens complètement de ça. Quand j'étais gamin, donc il n'y avait ni le digital et il n'y avait pas vraiment de salle de cinéma là où j'habitais, il fallait se déplacer assez loin. Donc moi je suis un enfant de la culture vidéoclub. Donc j'allais dans un vidéoclub avec des VHS et je prenais à peu près n'importe quoi. Tout ce qui avait l'air un petit peu gore principalement, puisque j'avais 15 ans. Voilà, j'ai commencé comme ça, c'est-à-dire que je regardais tous ces trucs-là, mais je suis aussi tombé par hasard sur des films genre Série Noire de Corneau, complètement au hasard en fait, dans la boutique. Et il y avait moins de choix, donc voilà, on avait l'impression qu'on pouvait faire le tour du vidéoclub et de tout voir. Et j'en ai vu beaucoup, il y a des trucs que j'ai consommés comme ça. Après il y a des films que j'ai loués plein de fois. Ne me jugez pas, mais par exemple Massacre à la tronçonneuse, le film original, c'est un truc voilà, quand j'étais jeune, c'est un truc qui m'a vraiment marqué pour plein de raisons. C'est dur à expliquer, mais c'est des impressions de cinéma qui, voilà, quand on n'imagine pas que ça existe, quand on le découvre, ça fait tout drôle en fait. Voilà. Surtout cette impression, c'est un truc qui m'a marqué, ça. L'impression de voir un truc horrible, alors qu'en fait il n'y a pas grand chose d'horrible dans le film. Voilà. Quand j'ai compris ce truc là, je me suis dit qu'il y avait des trucs à comprendre là-dedans, qu'il ne fallait pas nécessairement montrer les choses. Voilà, mais là je vous parle d'un temps
c'était vraiment, je commençais à peine à avoir l'idée de faire des films en fait. C'était très tôt. Et cette idée, parce que toi, tu es d'abord musicien, ensuite cinéaste, mais cette idée de faire des films. Ah non, c'est l'inverse. Pardon, non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Ouais, c'est l'inverse. Ouais. Okay. J'ai été connu et reconnu pour la musique avant. Voilà. Mais en fait, je faisais des courts-métrages très tôt, moi, avant même de savoir ce que c'était un synthétiseur. J'étais déjà habile avec la caméra, on peut dire. D'accord. Oui. Et après, j'ai été obligé de faire obligé en quelque sorte de mettre de la musique sur mes courts-métrages. D'accord. Et du coup, je me suis procuré un synthétiseur, etc. Ok. Voilà, donc non, c'est dans l'autre sens. C'est dans l'autre sens. Oui. Mais ta reconnaissance au niveau du cinéma, elle arrive plutôt assez tard. Maintenant. Maintenant, oui, assez tard. Ouais. Depuis une dizaine d'années. Non, c'est assez récent que je sois à ce point-là accepté et validé et encouragé. C'est-à-dire qu'avant, moi je forçais. Mon premier essai s'appelle Le Non-Film, c'est un truc que j'ai autoproduit. 2001. 2001, qui était complètement. C'est un film que j'ai fait pour moi, donc c'était un peu. Voilà, c'était un essai, on va dire. Donc ça, aucune reconnaissance, à part de mes amis, on va dire. Et puis après, mon premier long métrage, Steak, on a reçu des tomates, et c'était une sortie assez violente, en fait. C'était un premier pas dans l'industrie qui n'était pas hyper agréable, en fait. Voilà. Mais de ne pas être reconnu par le milieu, de vouloir être reconnu par le milieu, c'est quelque chose d'important pour toi. Non, je parlais du public. C'est le public qui a lancé des tomates. Ouais. Après, le milieu, le milieu, il se fie à ça, en fait. Si le public m'avait adoré, le milieu m'aurait adoré également. Ouais. C'est aussi simple que ça. Hein. Si on fait des entrées et que ça se passe bien, on a le droit de recommencer. Là, en l'occurrence, c'était très décevant par rapport aux attentes du distributeur à l'époque, puisque c'était Eric et Ramsey, on s'attendait à au moins 1 million d'entrées, en fait, puisqu'ils en faisaient 2 à chaque fois. Donc c'était très décevant, et le film était vécu comme un truc bizarre, et c'est normal, parce que c'était un film bizarre, mais voilà. Et on associe ton univers aussi au bizarre, au loufoque, à l'étrange, toi, voilà, t'en tires une certaine... voilà, c'est fidèle à ce que tu veux faire, ou ça commence ça te fatigue un peu, qu'on t'étiquette un peu comme ça de toute façon, l'étiquette, quoi qu'il arrive, c'est chiant. Il n'y a pas une étiquette valable qui est intéressante, même une étiquette qui serait hyper glorifiante, j'en veux pas, en fait. Voilà, donc, tout ce lexique un peu réduit qui sert aux journalistes à me définir, il est un peu... Oui, il n'est pas hyper intéressant, quoi. Déjanté, barré, loufoque, trublion, j'en passe. Non mais c'est que ça, en fait. Moi je lis que ça sur mes films. Il y a quelques bons journalistes qui développent un peu, mais sinon les accroches, les titres, enfin c'est ce qu'on dit de mes films. Barré, voilà, je l'ai dit déjà, ouais. Non, oui, j'en ai un peu marre, mais après on pourrait changer de mots et puis ça redevient ennuyeux très vite. C'est chiant de mettre des mots sur un cinéma. Moi, en plus, j'ai l'impression d'évoluer, j'ai l'impression de proposer des trucs qui changent. Alors oui, effectivement, j'ai l'impression qu'on peut reconnaître mes films, mais j'essaye quand même de me transformer, de jamais refaire le même film. Voilà. Mais pourquoi j'essaie de te faire parler des films qui t'ont inspiré, c'est que j'ai l'impression, dans tes films, qu'il y a beaucoup de cinéma. C'est-à-dire que tu as vu beaucoup de films où j'ai revu Réalité, par exemple, je trouve que c'est un film que je trouve abouti, beau, même. Il y a quelque chose comme ça, et en même temps plein de cinéma, plein d'amour du cinéma. Ouais, Réalité, c'est très empreint de... En tout cas, je me rappelle, je me souviens, j'y pensais beaucoup. Donc déjà, c'était à Los Angeles, et moi, je pensais beaucoup à un film qui s'appelle S.O.B. de Blake Edwards, qui n'est pas le plus connu de Blake Edwards. C'est sur un réalisateur qui devient fou, en fait, parce que son film ne fonctionne pas, et il décide de le refaire un peu plus érotique, en fait, parce que c'est... Voilà, et le mec devient fou, il devient littéralement fou, et il est dans sa baraque d'Hollywood, et il y a tous ses agents, ses copains qui déambulent chez lui, et il y a une espèce de folie douce comme ça sur Hollywood qui me plaisait beaucoup, et voilà, effectivement, Réalité, pour moi, c'était inspiré de ce type de film. Voilà. Mais après, c'est une évidence, dans mes films, il y a des films, ça c'est voilà, sûr. Ouais, bien sûr. Non mais il y a des films, et puis il y a vraiment un amour même de qu'est-ce que c'est une distance à la caméra, qu'est-ce que c'est une fiction, qu'est-ce que c'est un récit. Il y a tous les éléments qui composent un film, là, sont vraiment traités, mais j'ai envie de dire presque à un premier degré amoureux, quoi. C'est-à-dire comment on joue encore avec ça, comment on trouve du jeu là-dedans. Ouais, c'est toujours intéressant, ce sujet-là. Moi, après, je sais qu'il est pénible
pour le grand public, on va dire. C'est un truc qui peut. Cela dit, non, voilà, Tarantino le fait très bien dans son dernier film. Le cinéma qui parle du cinéma, c'est une zone un peu risquée. Bah, ça peut être un peu une sorte de tic ou le méta, et puis voilà. Oui, non, ça peut. Ça peut faire pchit ou ça peut être facile, quoi. C'est ça. Mais là, c'est pas le cas. C'est traité. Je sais pas, j'ai l'impression que tu en fais une matière et puis tu essaies d'en faire autre chose, quoi. Ouais, alors ça, je me rends pas compte, mais oui, effectivement, moi, j'essaie toujours de toute façon d'aller creuser des. J'ai l'impression, moi, je comprends mes films quand je les tourne, en fait. Hein, donc c'est effectivement la façon de les écrire et tout ça. Je fais très peu de découpage à l'avance. Donc tout ce qu'on voit à l'image, c'est de l'invention. Et moi j'ai besoin de sentir, j'ai besoin que mes images soient solides tout de suite. J'attends pas le montage pour me dire que je vais réparer un film. Moi j'essaye toujours de choper des images fortes. Voilà, je fais ce que je peux. Hein, mais en même temps, la petite graine, la petite genèse, là, elle est toujours. On a l'impression qu'on part comme ça d'un rien ou de quelque chose de complètement improbable, et après que ça se développe, ça prolifère. Comment est-ce que quelle est ta méthode? Non, mais est-ce qu'il y a une méthode? Non, il n'y a pas de méthode. Non, après, il y a une méthode d'écriture, mais en fait, c'est pas une méthode. Je peux pas vendre ça comme une méthode, parce que je pense que c'est une méthode qui vient d'une façon de faire travailler mon cerveau, donc c'est pas un truc que je peux transmettre et vous dire c'est une super méthode, allez-y. Mais en gros, moi je travaille beaucoup avec l'inconscient. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie où je cherche des idées qui viennent un peu de nulle part. Et puis quand il y en a une qui me saisit et qui reste plus de 4 jours dans mon esprit, en fait je me dis il y a peut-être un truc. Et puis après il y a une phase d'écriture qui est très construite et qui organise ces idées un peu tordues pour en faire un film, un récit qui tient la route et qui voilà, j'ai pas envie de faire des films juste pour moi-même. Donc j'essaye de parler aux gens. Voilà, c'est un peu, si on peut parler de méthode, c'est un peu ça moi je fais confiance à l'inconscient. Voilà, je préfère une idée quand elle tombe de nulle part, quitte à me gourer et à me rendre compte sur le tournage qu'en fait je me suis inspiré d'un film et je m'en suis pas rendu compte. Mais la plupart du temps ça fonctionne, c'est des idées qui viennent de nulle part et après il y a un travail, comme je le dis, d'écriture un peu plus précis pour que ces idées fonctionnent entre elles et qu'il y ait un ensemble harmonieux et surtout lisible, parce qu'il ne s'agit pas de faire des films expérimentaux, parce que moi c'est pas un truc qui m'intéresse, l'expérimental, en tout cas pas dans une salle, enfin pas comme ça. Voilà, moi je fais des films qui sont quand même inscrits, qui sortent en salle et qui proposent un divertissement. Moi c'est quand même ça qui m'intéresse. Non, mais cette mécanique du rêve, c'est vraiment ça. C'est vraiment, on pourrait prendre les enquêtes, les écrits de Freud et voir les déplacements, les dérèglements, les refoulements. Ça fonctionne vraiment. Il y a vraiment ce vocabulaire-là qui est dans énormément de tes films et qui est très cinématographique. C'est pas seulement, c'est pas du tout théorique. C'est que c'est incarné, c'est animé et puis ça. Oui, voilà. C'est pour ça que la bizarrerie, l'étrangeté. Non. Oui, non, en fait c'est pas non, puis c'est un peu facile. Être bizarre, c'est facile. C'est facile. Il y a un truc un peu. Ça suffit pas en fait. Voilà, c'est ça. C'est un peu c'est totalement réducteur. Incroyable mais vrai. Donc, parce qu'on a parlé de réalité, il y avait Alain Chabat en réalité. Ouais. Dans chacun de tes films, il y a des comédiens. Quand on voit tes films, on sent qu'il y a un plaisir. Je serais comédien. J'aurais envie d'aller m'amuser ou d'aller, je sais pas, je pense qu'il y a un plaisir de jeu. Alors je sais pas, peut-être que tu es un tyran sur un plateau. Non, pas du tout. Non, déjà c'est des films qui se tournent à une échelle que les comédiens, je vais pas dire qu'ils ne la comprennent pas, mais c'est comme une récré parce que c'est plus petit qu'un tournage traditionnel et surtout, comment dire. On ne fait pas des installations qui prennent des heures. C'est-à-dire qu'en gros, c'est comme ça que j'ai eu Benoît Poelvoorde qui était vraiment très fatigué au poste et j'ai réussi à le convaincre en lui disant mais tu sais sur mon plateau en fait on va faire que tourner. Tu ne seras pas dans ta loge parce qu'en fait c'est ça qui se passe. C'est-à-dire que les installations sont très rapides. Moi je prends des décisions très vite, que ce soit le cadre, la lumière et la mise en scène. Et ce qui fait qu'en fait je passe beaucoup de temps avec les comédiens et en fait du coup ils s'amusent beaucoup parce qu'en fait le drame d'un comédien c'est d'attendre 5 heures pour venir ouvrir une porte et dire bonjour. Ça c'est le drame et ça arrive dans tous les films en fait. Suivant les plans de travail, je sais pas si les gens se rendent compte,
mais des films qui se tournent sur 70 jours, bah, le comédien principal, il y a plein de jours où il est là pour rien, juste pour venir faire un raccord, et il va attendre 5 heures, et il ouvre une porte. J'exagère, mais c'est un peu ça, c'est un peu comme ça qu'on fait le cinéma parfois, quand c'est trop gros, et quand c'est... Et quand... voilà, moi j'ai réduit le système, il n'y a pas de chef opérateur, tout ça, ça va très vite, je fais l'image tout seul, j'accorde un soin relatif à tout ça parce que ça m'intéresse, mais pour moi c'est pas l'essentiel, c'est-à-dire que je me vois, dès que je me perds dans une perfection, quand j'essaye d'obtenir un truc, un reflet, je sais que c'est de la connerie, et en fait je sais que je perds mon temps et que je ferais mieux de travailler avec les comédiens parce que c'est... Pardon, non mais c'est mon point de vue, hein, pardon. Je suis là pour ça en même temps. Après, non, je comprends que ça vous fasse marrer, mais il y a des gens pour qui c'est un... En fait, c'est un autre métier. Ouais. Voilà, faire de la belle lumière, prendre le temps de faire un film et tout ça, c'est un autre métier qui n'est pas le mien et qui ne m'intéresse pas. Ah, par contre, j'aime bien voir des grands films avec une belle lumière, attention. Ça me touche autant que vous, mais par contre, moi, mon plateau, ça m'ennuie très vite. C'est-à-dire que la technique, quand on est là à perdre du temps à faire des images, j'ai l'impression de passer à côté de mon film parce qu'au final, ce qu'on retient des films, c'est les comédiens. Ou alors, il y a des grands films qui sont faits autrement, qui sont faits pour vous communiquer une autre sensation. Moi, je fais de la comédie. C'est à peu près tout ce qui m'intéresse dans mon cinéma, c'est de créer un cinéma divertissant, mais pas comme les films débiles qu'on nous propose toute l'année. Des comédies qui soient un peu autres, un peu hybrides, donc avec du cinéma, mais aussi avec des trucs tordus, et voilà. Alors, donc en fait, c'est pour ça, pour répondre à ça, les comédiens viennent avec plaisir, parce qu'en fait, on tourne beaucoup, et on s'amuse à tourner, c'est rigoureux, parce que le texte est écrit... Et... Voilà, c'est très précis, tu demandes... Ouais, mais ça aussi, ils aiment, parce qu'en fait, après, je sais pas, ça se trouve, ils me racontent tout ça pour me jeter des fleurs, hein, c'est possible, pour me faire plaisir, mais... Ils me donnent la sensation que mon texte est bon et qu'habituellement, ils ont envie de réécrire, ils changent leur ligne et ils ont envie de discuter. Là, ils arrivent, ils ont un texte qui est prêt, on tourne quasiment immédiatement. Du coup, il y a un espèce de plaisir assez facile et immédiat. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas, hein. C'est juste... Ça veut dire que c'est un rapport assez simple, en fait. Voilà, moi, j'ai complètement désacralisé le fait de faire un film. Je ne suis pas angoissé, j'ai pas peur, je ne transmets aucune angoisse à personne, je suis que dans le plaisir, comme si j'avais 8 ans et demi. Donc je pense que c'est communicatif, et c'est valable tous les jours, même quand il y a des soucis, c'est-à-dire que même quand il y a des pépins, même quand il y a un décor qui n'est pas beau, même quand on s'est trompé sur un truc. En fait, j'arrive à faire en sorte que tout ça ne soit pas sacré. Et du coup, c'est un plateau qui est très très agréable, et ça vous pouvez le vérifier avec tout le monde s'amuse. Voilà. Mais toi, dans ton idée du film, tu dois imaginer donc deux comédiens, bon là, en l'occurrence, les couples Alain Chabat, Léa Drucker, et Anaïs de Moustier et Benoît Magimel, et dans ce choix-là, il doit y avoir une certaine jubilation en te disant, en pensant comment ça va se frotter, quoi. Comment est-ce qu'ils vont... je sais pas, je pense que c'est des comédiens qui avaient peut-être jamais tourné ensemble ou qui se connaissent. Oui, non, ça c'est sûr. Moi j'aime bien créer des combinaisons nouvelles. Je crois que c'est sûr. Ça c'est sûr. Après, c'est pas non plus un dogme. Il ne s'agit pas de toujours créer une nouvelle bande. Mais c'est vrai que là, tu n'aimes pas les habitudes. C'est pas que j'aime pas, c'est que je me vois dans la facilité en fait. Voilà. Et c'est un truc qui... moi j'aime bien quand même être en recherche tout le temps, donc en fait créer, voilà, ne serait-ce que cette scène de dîner dans Incroyable mais vrai avec 4 comédiens qui n'ont jamais joué ensemble et qui sont 4 comédiens brillants et tous dans un domaine un peu différent en fait, c'est pas des comédiens qui viennent de la même famille on peut dire, rien que ça c'est passionnant en fait, c'est hyper intéressant et puis en fait c'est une idée, donc on s'invente un truc en y pensant et en l'écrivant, et puis quand ça se produit réellement devant la caméra en fait je me rends compte que j'avais raison, parce que c'est... ils sont tous un tout petit peu en danger, parce qu'ils se connaissent pas, et parce que, même s'ils se connaissent, ils se sont rencontrés, je sais pas où, dans des cérémonies, j'en ai aucune idée, mais ils n'ont jamais travaillé ensemble, et du coup, il y a un espèce d'enjeu pour tout le monde, de réussir une scène, et je trouve que, voilà, que c'est une belle façon d'être certain de mettre en boîte des trucs inédits, en quelque sorte. Mais tu fais beaucoup de prises, tu demandes des réglages, des petites modifications, t'es là à répéter les prises à l'infini, ou je sais pas, tu leur demandes des provisions complètement opposées, ça dépend des gens. Là, l'exemple de cette scène par exemple. Parce que juste ce que tu as dit avant,
C'est-à-dire On peut imaginer que non, le côté méticuleux de tout régler au millimètre, de prendre des heures à mettre en place un plateau, une lumière, etc. Ça n'a pas l'air d'être... non, c'est cherche forcément. non, mais après c'est pas la fête à l'impro, c'est-à-dire qu'il y a quelques comédiens qui m'ont déjà surpris. Préparé, quoi. Ouais, c'est très préparé. Et on se fie au texte parce que pour moi le script, c'est moi je fais en fait quand je tourne le dieu sur le plateau, c'est pas moi, c'est le scénario. Parce qu'il a été pensé, c'est un truc que j'ai écrit à un moment très calme où j'ai eu le temps de réfléchir. Quand on est sur le plateau, Il est suivi, quoi. voilà, il est tenu et j'ai confiance en ce script. Parce qu'en fait, sur un plateau, il y a tellement mille questions, on tourne dans tous les sens, jamais chronologique, avec tous les impératifs de décor, de machin. Donc en fait, on est souvent perdu et donc il faut se fier au scénario. Donc en fait, ça c'est une règle, mais par contre, je dis que j'aime pas l'improvisation, mais il y a des comédiens qui, ne serait-ce que dans leur façon de se comporter, apportent un truc qui n'était pas prévu. Là, sur ce dernier film, enfin sur Incroyable mais vrai, j'avais pas préconçu le personnage de dans le texte, mais c'est lui qui est venu avec cette proposition en fait. Il est assez incroyable. Oui, et c'était super. Voilà, après, c'est différent avec tous les comédiens. Il y a des comédiens, qui sont hyper rigoureux et qui vont faire la même prise de manière très précise. Il y en a d'autres qui sont moins rigoureux, qui partent dans tous les sens. Et puis, voilà, c'est un mélange. Magimel a plus improvisé que Chabat, par exemple, dans le film. Bon, on pourrait penser le contraire, mais... Mais il a... Non, alors effectivement, non, Chabat n'a pas touché une ligne du texte, mais parce qu'il a été écrit pour lui, donc il y a une connivence, voilà, il était à l'aise avec le texte. Après, Benoît, c'est pas qu'il a improvisé, c'est qu'il a apporté du caractère, mais c'est tout ce qu'on ne peut pas écrire, ça, c'est tous les trucs qu'on n'écrit pas dans un script. On va pas... Moi, je rentre pas dans le détail à ce point-là. Le texte est là, mais après, l'interprétation, c'est ça aussi le génie de l'acteur, et c'est ça qui rend le travail avec les comédiens passionnant, c'est que d'un seul coup, ça se... On voit qu'il s'accapare d'un truc, on voit qu'il est rentré dans un... Oui, complètement. Et ça se passe pas toujours comme ça. Il y a d'autres types de comédiens qui, comme Gilles Lelouch par exemple, qui a joué dans mon dernier film, qui, le temps de la prise, il est dans le bonhomme, et puis ça coupe, et il continue à déconner, et à redevenir Gilles Lelouch. Enfin, voilà, ils sont tous différents en fait. C'est jamais pareil. Je recevais dernièrement Michel Azanavicius qui nous disait dans tel film, il faut que je trouve la note du film, quelque chose qui fasse le ton du film, une sorte de note à laquelle je vais rester fidèle. Est-ce que toi, pour ce film-là, par exemple, parce que dans les bonus, il y avait quelque chose qui est très intéressant, ce sont le film que tu commentes. Donc c'est toujours intéressant. À la fin, je sens que c'est moins... Voilà, tu laisses plus parler le film, mais je trouve qu'on a beaucoup d'éléments, et tu parles de ce comédien qui joue l'agent immobilier. Oui. Stéphane Pézra, c'est ça, ouais. Et qui, voilà, que tu devais pas louper, quoi. C'est un personnage que tu devais pas rater, parce que sinon c'est quand même c'est un peu pas la clé de voûte du film, mais sinon on n'y croyait pas. Voilà. Et c'était hyper dur que ce soit. Et c'est vrai qu'il est assez juste et incroyable, étonnant, quoi. Non, parce que sinon il y avait le risque. Enfin, j'ai vu plein d'auditions. Il y avait le risque que ça fasse comme un petit sketch. Et du coup, ça faisait une scène rigolote, mais c'était pas solide, on n'y croyait pas. Lui, il a réussi à amener ce truc, en fait, crédible et réaliste, alors qu'il raconte un truc qui est pas possible. Voilà. Et non, j'ai du mal à le trouver, effectivement, j'étais content. Après, la note, par rapport à ce que disait Michel, moi, c'est plus une humeur, en fait, je sais pas, c'est dur à expliquer. Après, ça passe beaucoup par la technique. Par exemple, sur ce film, j'ai pris cette écriture de zoom à l'envers, donc de dézoom. Ça se voit peut-être pas, et tant mieux, et je sais pas si c'est vraiment si important que ça, mais... Non, je t'interromps. Oui. J'étais quand même dans la salle, je regardais le film, et j'ai écouté le film commenté, donc j'ai compris, mais c'était un peu flou sur le côté. J'ai failli quand même aller toquer à la cabine et aller dire il y a un gros problème quand même dans la projection, quoi. Cette salle n'est pas adaptée, tout ça. J'en ai entendu parler. Voilà, alors, non, j'y suis pas allé, hein, mais il y a des gens qui ont été, oui. Et ils ont été jusqu'à mettre un panneau dans certains cinémas. Attention, le film est flou, mais c'est une volonté du réalisateur. Non, mais parce que après on oublie, mais parle-nous de ça, parle-nous de ce choix de zoom. Alors c'est pas tant le zoom que le choix de ce zoom-là, ouais. Qui était une sorte de merde bricolée en plus. Il y a un loueur en fait, c'est pour tout dire, il y a un loueur qui connaît mes goûts pour les images un peu cassées, qui, comme un bon dealer, irait proposer un truc à un toxico, m'a dit hey, j'ai un truc là, tu vas aimer, je pense. Moi, comme un con, je suis tombé dedans.
parce que effectivement c'était un objet un peu foireux, c'était un vieux zoom des années 80, mais qui avait été modifié pour faire de l'anamorphique, pour ceux qui comprennent la technique. Et en fait, ça avait été fait vraiment n'importe comment, et ça donnait cette image complètement veloutée, il y a à peine le point au milieu de l'image. À peine. Alors après, pour me justifier, je dirais que moi, dans toute la chaîne de mon travail, je travaille sur des images qui sont extrêmement précises. C'est-à-dire que sur mon ordinateur, sur mon écran de montage, et les écrans qui nous servent, et les projecteurs qui nous servent à étalonner, et puis toutes les belles projections qu'on fait pour valider le film, en fait, sur une très belle projection, c'est un film qui est très beau. Effectivement. Sur les DVD et Blu-ray, je précise. Non, mais ça ne doit pas. C'est moins choquant sur les. Non, c'est ça. Par contre, dans une salle qui a une lampe un peu fatiguée et qui a un écran un peu vieillot, ça fait flou sur flou sur flou. Plus il n'y a pas assez de lumière. Bon, voilà, techniquement, c'était pas fou, mais en fait, dans les bonnes salles, c'était très beau. Moi, je l'ai vu à Berlin sur un écran gigantesque et j'avais une appréhension. Et en fait, c'était très beau parce que la projection était très précise et du coup, on se posait même pas la question. Voilà, bref. Ça, ce choix de zoom, c'est... enfin, je sais que j'y retournerai, je referai cette connerie. Voilà, parce que déjà, moi, j'ai un problème avec le full digital. C'est un truc qui est terrorisant. Je trouve, moi, après, c'est encore une fois, c'est mon goût personnel. Hein, les images que je vois sur Netflix et tout ça, je comprends l'intérêt et cette course à la technologie. 8K, voilà, après-demain, ça va être 12K. Et on n'arrête pas de rajouter des pixels et on voit la nervure dans les yeux des comédiens. C'est un truc, mais moi ça me terrorise. C'est un truc, voilà, moi j'aime bien que l'image soit un peu sale et un peu cassée. Voilà, il faut pas en faire. Encore une fois, c'est pas un dogme. De film en film, je fais des tests. Voilà, c'est ça. De film en film, tu te renouves, tu essaies de te surprendre, quoi. Tu essaies de changer de. Ouais, les outils changent. Après, très vite on tourne en rond parce qu'il n'y a pas non plus un choix d'optique, c'est pas infini, mais effectivement moi je me balade là-dedans pour ne jamais reproduire le même système. Voilà, le dernier par exemple, le film m'a fait tousser, j'ai acheté une caméra de reportage et j'ai mis des optiques très modernes dessus pour créer une dissonance et ça fait une image qui n'est pas habituelle, qui est moins floue. Mais qui est quand même pas habituel, qui ressemble pas à un truc Netflix. Et j'ai rien contre Netflix, c'est pas le propos, hein, c'est juste de dire que je trouve que voilà, cette course au digital et à la perfection et prochain convaincu. Voilà, après il y a des mecs qui font des trucs super. On peut pas, voilà, c'est pas. J'ai pas vu Dune, le dernier Dune, mais les quelques images que j'ai vues, bon bah Justement, Dune, il a remis sur en 35. pellicule le truc pour le ressortir en digital, pour justement le salir, le machin. Ouais, c'est ça. Justement, c'est un bon exemple de ce qu'il voulait pas faire. Mais ça reste quand même bien sûr, très très précis. C'est une petite coquetterie. Oui, c'est quand même très précis. Après tout ça, c'est comme un mec qui dessine, pardon, parfois c'est cool de dessiner avec un crayon dégueulasse, et puis parfois on s'applique, enfin tout ça c'est pas hyper intéressant en fait. Ce qui est marrant c'est de proposer en fait à chaque fois une image un peu, voilà, qui est pas la même que le film d'avant et qui est pas la même que tous les films qui sortent en salle. Voilà. C'est pas une quête pour être différent à tout prix, c'est pas ça, c'est pour moi ne pas m'ennuyer en fait. C'est vrai que dans le film, les films que j'ai pu voir moi déjà, il est très différent de la photo. Enfin, oui. C'est presque pas le contraire, mais sur le côté très plus contrasté, les couleurs vives, tout ça, c'est un peu pas l'antithèse, mais de. Presque, voilà. Ouais, puis c'est une caméra portée, alors que l'autre c'était une vision hyper figée avec un zoom, là c'est une caméra un peu portée. Bon, oui, non, mais encore une fois, tout ça, je pense que ça fait pas un film, c'est des trucs que je me raconte moi pour varier les plaisirs, mais l'essentiel n'est pas là. Nous aussi, varier notre plaisir à nous aussi. Oui. Oui. J'espère. S'il y a des questions où il y a beaucoup de monde, donc je ne vois pas tout le monde au fond, et Quentin est assis, donc il y a des gens qui ne voient pas du tout. Mais levez le bras, levez la main, et puis on peut faire circuler le micro, oui. Bonsoir. Salut. Quelle est la question qu'on ne vous pose jamais?
Si je vais bien. Et oui, ça va, super. J'ai fait court, mais... On peut développer, hein. Non, Est-ce que ça va vraiment bien? ça va très bien, et justement, faire un film par an, en fait, c'est... Justement, j'avais cette question-là, c'est pourquoi est-ce que d'ailleurs il y aura encore il y a un film, il y a un qui est arrivé assez rapidement après filmer Les Fait pas tousser, est-ce qu'il y en a déjà un autre qui est en train d'être écrit à prévision? Ce rythme-là de quasiment un film par an, voire presque plus, Oui. ça va être Donc, parti comme ça, il y a un espèce de voilà, Oui, qui est après, c'est presque pas moi qui décide. Moi, effectivement, plus on m'encourage, plus j'ai des idées. Et puis voilà, mais après, il faut les financer. Si un jour on me coupe les vivres, je pourrais rien faire. c'est sûr que c'est pas... Mais pour l'instant, oui. Pour l'instant, effectivement, il y a plein de films en route. Et... Est-ce que peut-être lié aussi avec des productions simples, ce que je disais tout à l'heure, sur le fait que je sais pas quel est le budget d'un problème des vrais, mais je pense que tu coûtes pas très cher par rapport à d'autres. Ça c'est sûr, films, voilà, ça c'est sûr, mais ces budgets qui paraissaient dérisoires il y a encore 3-4 ans, c'est en train de devenir des budgets qui sont quand même pas mal. Voilà. Ouais. Donc non, moi je suis très content dans cette zone, c'est ce qui permet d'en faire un par an, effectivement, parce que je pourrais pas racketter l'industrie tous les ans en leur demandant 20 millions, et puis ça n'aurait aucun sens. 5 millions d'entrées par film pour rentabiliser. Voilà. Voilà. Exactement, Incroyable mais vrai, c'est un bon exemple, c'est un film qui est complètement à son échelle. On est très content, la sortie, on a fait 315 000 entrées, ça paraît complètement ridicule quand on regarde les résultats des films qui marchent, mais en fait tout le monde est content, c'est un film qui est complètement dans sa case, et du coup c'est super, c'est équilibré, personne ne ferme sa société, personne ne perd de l'argent, il y en a même qui en gagnent, donc c'est super en fait, c'est pour ça que je peux continuer. Voilà, le drame c'est quand tu fais un film beaucoup trop grand, qui marche pas, tu as du mal à redémarrer, voilà. Pour toi, la chronologie immédiate, la salle de cinéma, que ton film soit montré en salle de cinéma, c'est quelque chose d'important ou qu'est-ce que tu penses du débat actuel qui n'est pas rien quoi, sur il y a des plateformes, les salles de cinéma qui se vident. Ouais, après moi à chaque fois que je vais au cinéma, il y a du monde. Après bon, c'est Paris et tout ça, je sais pas exactement, je sais pas à quel point ce drame il est réel. Je sais qu'il y a peut-être trop de films. En tout cas, les films, il y a plein de films super intéressants qui sont vus et qui remplissent les salles. Donc en fait, on n'en est pas à un point de se dire est-ce qu'il faut continuer, etc. Maintenant, je trouve que tout... Voilà, moi je regarde peu de trucs maintenant, comment dire, sur les plateformes et tout ça, mais c'est pas un rejet, c'est juste parce qu'en fait, généralement, comme j'ai pas l'info, j'ai pas de désir, le désir n'est pas monté, parce qu'en fait, une plateforme, on l'allume et on découvre les propositions. Le cinéma, en fait, il y a un truc qui est un peu plus... qui s'installe, en fait. On entend parler d'un film, et puis on comprend qu'il arrive, et puis on voit des images, et puis il y a un truc comme ça qui fait monter le désir, et qui marche mieux sur moi. Mais après, voilà, la plateforme, la consommation immédiate, moi, en fait, aujourd'hui, je suis perdu. Si je me dis, tiens, ce soir, je vais peut-être découvrir une série, sans avoir de désir pour un truc, je suis perdu, et finalement, je regarde rien, parce que on peut pas regarder au hasard des trucs comme ça à la volée. Enfin moi ça marche pas. Souvent voilà, c'est très rare en fait quand je suis surpris par un truc parce que je clique pas au bon endroit. Je crois que l'envie qui précède, c'est quand même important. Moi c'est plus ça. C'est plutôt que la salle ou pas la salle, c'est plus comment on a envie de voir un film. Et comment tu as envie, tu as des amis référents comme ça ou t'as des je sais pas. Des sites que tu consultes ou je sais pas, des réalisateurs que tu suis? Ouais, non, mais comme tout le monde, en fait, il y a des trucs qui viennent à moi et d'autres non. Voilà, je sais pas comment l'expliquer. C'est quoi le dernier film que tu as vraiment beaucoup aimé? La Palme d'Or. Ah ouais, Ouais. Oh, moi j'ai bien aimé. Parce que déjà, ça ressemble pas à grand chose. Et puis. Non, mais comment ça? Pourquoi? Non, ça ressemble à rien d'autre, je veux dire, c'est ça que je veux dire. Non, c'est très beau. Non, mais surtout, moi j'adore quand on n'arrive pas à anticiper l'écriture. Voilà. C'est ce qui globalement m'ennuie, même dans des super films, c'est que je vois l'écriture, et puis je vois le format, et puis je sens quand la fin arrive. Et tu sens que, ah là d'accord, là on est une demi-heure avant la fin, généralement c'est très précis en fait, même dans des super films qui sont très bien écrits et tout ça, à force on commence à être habitué. Voilà, moi c'est un sentiment que j'aime pas. Quand j'arrive à anticiper quasiment une... Très très bien.
À moins que ce soit immense, etc. Bien sûr, on est d'accord. Mais c'était aussi, voilà, je parlais de Tarantino, et je suis même pas spécialement fan de Tarantino, c'est juste que c'est un grand mec, et qui a des fulgurances. Ce dernier film sur Hollywood, il y a plein de bouts que j'aime pas, mais ce que je retiens du film, c'est que ça m'a surpris tout le long, en fait. Après, je me suis emmerdé un quart d'heure, parce qu'il y a une scène qui m'intéressait pas, etc. Mais c'est de toute façon au-dessus du lot, parce que c'est surprenant, et parce que ça rentre pas dans un format chiant d'écriture un peu calibré, etc. Voilà, le truc calibré, moi, c'est un truc qui me traverse, quel que soit le sujet. Donc, la Palme d'Or, moi, j'étais content parce que j'avais vu quelques images, je comprenais le sujet, mais je ne savais pas comment ça allait être raconté. Et cette simple surprise, plus les grands moments du film, bah, moi, en fait, je suis conquis, ça me suffit largement. C'est-à-dire que j'ai vu un truc que je n'avais pas vu avant, qui est bien fait, avec des comédiens inspirés et plein de surprises. Voilà, après on peut rentrer dans le détail, dire oui, la scène sur la plage, elle est un peu longuette, mais au moins on ne sait pas où ça va. Et ça, j'adore, dans un monde où tout est calibré et où tout est un peu pré-mâché, on va dire. Moi, ça me parle plus que d'autres trucs, voilà, mais c'est que mon ressenti, encore une fois. Je me permets de rebondir sur ça, parce que certains partie de ceux qui n'ont pas vraiment aimé ce film-là, mais pour une raison aussi précise, qui est celle de la position du réalisateur et cette position, la façon un peu à la Buñuel, mais je trouve que Buñuel le fait de manière un peu plus subtile et plus complexe, par rapport à ses personnages et par rapport à la façon dont il traite ses personnages. Et toi, dans tes films, ce que je trouve très agréable, c'est qu'il y a vraiment un vrai amour des personnages, quels qu'ils soient. Dans Mandibule, par exemple, même le couple avec ses deux amis un peu limités, comme ça, il y a une vraie tendresse pour chacun de tes personnages, ce que je ressens pas chez Osloon. Mais, non, c'est glacial, oui, son truc est glacial, bien mais sûr. Pour moi, ça me permet de rebondir sur tes films aussi et sur la façon dont tu traites chacun de tes personnages. Moi, c'est très simple, j'ai besoin d'aimer voilà. les gens que je filme. Voilà, les comédiens, mais aussi les personnages. Et effectivement, moi, Manu et Jean Gab dans Mandibule, je rêve d'être ces mecs, en fait. J'aimerais vraiment être ces deux mecs. Et avoir une vie aussi simple que ça, en fait. Ah bien, on va manger un sandwich, yes. Moi, j'adore. Non, mais vraiment. Oui. C'est voilà. Non, mais sans vraiment. Je pense, et du coup, ça, effectivement, c'est pas un film où on se moque des abrutis. On rit pas contre ou à l'insu d'eux, ou voilà. Non, mais parce que moi, quand je les filme, je les adore, je suis fasciné, et puis je trouve ça génial, leur composition, elle est géniale. Il y avait une question. Sans cynisme. Après, le cynisme, dans le cynisme, c'est pas. C'est peut-être ce que vous reprochez à ce mec. Ah oui, non, moi je trouve qu'il a une sorte de hauteur de vue, j'ai l'impression d'être à une sorte de leçon comme ça, de l'ultralibéralisme. Sauf que, après, t'as pas le sentiment quand on le voit lui, moi j'ai l'impression qu'il est inclus dans son film. Ah oui, tout à fait, oui, mais il y a des choses qu'il ne voit pas, justement, il est complètement, quand il filme la pauvreté, je trouve qu'il ne la voit pas, ou il la voit, c'est dans sa tête, mais il ne l'a jamais vue, pour de vrai. Ouais, non, c'est glacial, c'est glacial. Ah, moi je trouve ça complètement. Voilà, mais ça a été mon ressenti pendant tout le film. Le mec fait des films pour avoir des palmes d'or et il a des palmes d'or. Ben voilà, l'objectif est un peu clair aussi. Ah, c'est vrai, je vois pas tout ça. Je vois pas tout ça. Avant, il a dit, moi j'ai fait, je veux avoir la palme d'or. Je le dis, non, ça. C'est aussi simple que ça, quoi. Ouais. Les micros se révoltent parfois. Alors, je vais essayer de faire ça la prochaine fois. Le prochain, j'ai la palme d'or. Ouais. On verra si ça marche. Mais tu as été à Cannes, je sais pas. On était effectivement, on était en officiel, en projection de minuit. Ce qui était super. C'était super. Le dernier, pas. Le dernier. Non, ah oui, voilà, c'est ça. Tu m'avais tous dit, non, Incroyable mais vrai était à Berlin. Incroyable mais vrai était à Berlin, c'est là où je l'ai vu en très grand sur une projection. C'est toi ou c'est. Non, mais il y a un moment où ça, je sais pas, ça déraille. C'est après 40 minutes, ça fatigue, je sais pas. C'est quand on devient moins intéressant en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. Génial. Bah, après, faut poser des questions. Parce que... Ah oui, alors il y a. Je voulais juste savoir si vous aviez des conseils à donner aux jeunes comédiens ou aux jeunes acteurs. Je sais pas. Ouais, alors c'est toujours. J'ai toujours le même discours avec les jeunes en général. Moi je rencontre beaucoup de jeunes qui veulent faire des films, qui veulent être réalisateurs, qui veulent écrire ou faire de l'image ou des comédiens. Le seul vrai conseil, c'est qu'en fait il faut faire des trucs plutôt que d'attendre. Voilà, ça paraît con, on dirait une phrase toute faite.
Mais en fait, quand on n'attend personne et qu'on fabrique, c'est comme ça qu'on apprend. Moi, c'est comme ça que j'ai appris. Moi, j'ai pas fait d'école. J'ai arrêté le lycée en première parce que j'étais convaincu que j'allais être réalisateur, alors que je tournais des trucs très médiocres. Mais j'étais convaincu. Et à force d'emmerder mes copains, à leur demander viens jouer dans mon truc, etc. À force de filmer des choses et de monter, de faire des petits trucs qui n'étaient pas terribles, bah, en fait petit à petit ça devient de mieux en mieux et au bout d'un moment ça a une valeur tout ça. Faut être patient. Mais il y a un moment où ça prend de la valeur, en fait l'expérience, parce que c'est aussi de l'expérience en fait. Toi, on fait de la musique quoi. Comment ? Non, parce que du coup, ça t'a fait de la musique avant de faire des films. Alors, tu voulais faire des films avant de faire de la musique. C'était un peu ensemble, ouais. Ouais. Non mais je dirais qu'en gros, le vrai conseil c'est tu apprendras plus en faisant des trucs. Si tu as une troupe, des gens que tu aimes bien, avec qui tu peux faire des courts-métrages, je sais pas quoi, tu apprendras plus en faisant ça qu'en allant être figurante sur un film à la con. Ou sur un truc, tu vois, une série, ou je sais pas quoi. Où là, tu vas être un pantin, on va te dire, mais toi là, on va mal te parler, et tu vas rien voir, tu vas avoir des gens qui s'agitent, et ce sera déprimant plus qu'autre chose. Alors que si tu fabriques des trucs avec une troupe de gens qui sont bienveillants, et voilà, et ben, il faut accepter, tu vas faire des trucs pas terribles au début, ou peut-être pas, ça se trouve t'es un génie, mais voilà, en fait il faut pratiquer, il faut en faire, il faut regarder, il faut y penser, il faut refaire. Voilà, moi j'ai fait plein de courts-métrages très médiocres, vraiment, des trucs vraiment mauvais, parfois même avec des défauts, des erreurs techniques monumentales, parce qu'on pensait qu'on était des grands techniciens, et en fait on faisait n'importe quoi, c'était, voilà, il faut faire tout ça, moi je pense que c'est la meilleure école. Peut-être quand je touche le mur, non, ça n'a rien à voir. On va trouver peut-être la solution ce soir. Ouais, oula. Vas-y Guillaume. Ça va être long de filmer tout comme ça. Tout va bien, je te rassure. J'avais une question, alors vous avez commencé à y répondre déjà un petit peu tout à l'heure, mais c'était sur le format des films, parce que la quasi-totalité, voire la totalité de vos films donc, font moins d'1h20. Donc vous avez évoqué le budget tout à l'heure, ou est-ce qu'un jour on peut peut-être éventuellement voir un film de 2h30 de Quentin Dupieux sur le modèle de, je sais pas, le dernier Ñarritu par exemple? Parce que ça peut arriver. Alors, il faut... non, je ne vais pas dire jamais parce que j'en sais rien. Je ne sais pas de quoi il fait l'avenir, mais en réalité, oui, c'est un format qui me plaît bien. C'est un format où, en fait, et c'est même pas une décision, c'est-à-dire que c'est devenu une blague avec mes producteurs. C'est-à-dire que je tourne, j'ai un script qui fait 100 pages, 110 pages, donc déjà court. J'ai un script qui fait à peu près 1h40, on va dire, en théorie. 1h30, on va dire, pour simplifier. Et puis il se trouve que en tournant, j'enlève des choses, en fait, parce que j'aime pas filmer de l'inutile. Quand je suis en train de fabriquer, je me rends compte qu'il y a des choses qui servent à rien. J'enlève des petits bouts, je suis déjà en montage, en fait, en tournage, je supprime déjà beaucoup, parce que je préfère passer du temps à travailler une scène qui m'intéresse, plutôt que de tourner une espèce de petit machin. Et puis c'est surtout en montage que ça se passe. En montage, je suis impardonnable. Voilà, je ne supporte pas de laisser traîner de la médiocrité ou de me faire plaisir avec un truc qui est trop long. Donc je taille pour obtenir cette espèce de rythme qui, moi, me semble parfait. Encore une fois, c'est que ma lecture. Et puis à la fin, les producteurs me demandent alors il fait combien de temps cette fois? Et puis en fait, je regarde l'horloge que je n'ai pas regardée depuis le début parce que en fait, c'est pas intéressant, la durée, c'est pas un truc. Et d'ailleurs, c'est ça qui est marrant, hein, c'est pour ça qu'on en rigole, c'est que mes films sont courts, mais ils donnent l'impression d'être longs. Donc c'est un bon investissement, c'est-à-dire que vous cramez 1h15, mais vous avez vu un film très long et... Non, mais en fait, tout ça c'est pas pensé, tout ça c'est du rythme, c'est un truc inconscient, encore une fois, c'est pas une décision, c'est pas un dogme, mes films vont durer 1h15, c'est juste qu'après avoir raboté tout ce qui m'ennuie, et après avoir verrouillé le montage, je me rends compte que le film fait cette durée. C'est assez amusant que tu parles de ça parce que dans celui-là, dans La Femme Mémoire, il y a vraiment qui est une forme, je trouve, une petite fable comme ça, une forme assez ramassée, courte. Il y a vraiment la dernière partie où tu, pas expédies, mais je me dis, tiens, il a la flemme de tourner toutes ces scènes qui auraient pu être intéressantes, mais pourquoi pas. Et je sais pas, il y avait une sorte de geste comme ça, de brouillon à la fin, voilà, et que j'ai trouvé, et je me suis pas du tout senti pas respecté en tant que spectateur, je me suis dit, ouais, mais c'est bien, déjà, ce qu'il nous a dit, c'était important, et puis voilà, on a eu déjà pas mal de choses. Je sais pas comment tu l'as traité cette dernière fois. Non, alors c'est marrant que ce soit vu comme ça, mais en fait, pour moi, c'était un véritable enjeu. Ah oui, d'accord. Effectivement, c'était... Putain, c'est vrai, ça a été compliqué.
Je crois que c'est toi. Allez, échangeons. Tac. Mais celui-là marche pas en fait. Si. C'est pour ça, mais du coup. Vas-y. Non, l'enjeu c'était, je me suis vu écrire justement cette fable qui est faite de dialogue et de scénettes, et j'ai eu envie de sortir de ce moule que je connais très bien, de ne pas me satisfaire de cette écriture à travers les dialogues, et je me suis dit, pendant l'écriture, et si j'arrêtais de les faire parler, et si en fait je basculais dans autre chose. On les connaît, on les a vus parler, on connaît à peu près leur personnalité, leurs émotions, et on a une idée assez précise de qui ils sont. Tiens, et si j'enlevais les dialogues en fait, parce que c'est un truc qui est un peu facile chez moi, je peux en écrire des tonnes, c'est un truc effectivement, j'adore ça, je pourrais filmer des heures, des gens qui discutent, mais ça fait pas un film. Voilà, et là c'était une envie, en fait, j'avais envie que le film décolle. Il y avait ça, il y avait aussi l'envie que le film, c'est un film qui parle du temps, j'avais envie de jouer avec le temps, donc l'accélération. Et puis généralement, ça c'est ce que les Américains appellent un montage. Eux ils disent, quand il y a ce petit moment dans un film où la narration s'accélère pour passer à une autre étape, on voit les gens qui repeignent chez eux, il y a de la musique, et puis après on passe à autre chose, ça dure 45 secondes. Il y a un morceau de musique qui accompagne un déroulé, bon voilà, eux ils appellent ça le montage. Je me suis dit, et si en fait je terminais en montage? C'est pas une transition, en fait c'est un morceau réel. Donc en fait, voilà, encore une fois, j'ai eu cette envie, j'ai été au bout, et c'était effectivement c'était un challenge. C'était un challenge de faire en sorte que ce truc prenne. Alors voilà, effectivement, ça a été vécu par plein de gens comme un truc de flemmard. Non, mais parce qu'on peut se dire, ah, il n'a pas écrit les scènes, etc. Mais en réalité, il y avait une volonté de faire décoller le film. Et en musique, surtout, parce que c'est un truc que je fais très peu. La musique, elle n'est pas super présente, en tout cas dans les films récents. C'est un truc qui est là pour accompagner. Là, j'avais envie de partir dans la musique et de faire décoller un peu de sortir de la zone de confort du film. Voilà. D'accord, ok. Ouais. Je me pose une question sur ton rapport à l'industrie du cinéma. Est-ce qu'elle contraint ta liberté artistique? Comment toi tu te sens au milieu de tout ça? Et aussi pour produire et sortir ton premier film, du coup Steak, est-ce que tu as dû passer par des productions un peu alternatives, ou est-ce que ça a été compliqué d'imposer une idée comme ça, ou un film comme ça? Voilà. Non, alors je réponds à l'envers. Steak, en fait, j'ai eu beaucoup de chance. C'était une carte blanche d'Eric et Ramsey. C'est eux qui voulaient. En fait, eux en avaient marre, en quelque sorte, de faire des grosses comédies qui cartonnaient à l'époque et tout ça. C'est pas qu'ils en avaient marre, c'est aussi ils avaient envie de montrer aussi qu'ils faisaient autre chose. Donc ils sont venus me chercher. Donc c'était une carte blanche. Donc c'est Eric et Ramsey qui ont imposé à l'industrie, en fait, qui ont dit aux producteurs et aux chaînes de télé, notre prochain film c'est avec ce mec, et c'est comme ça. Donc là, sur ce coup-là, personne n'a lu mon script à part Eric et Ramsey. Donc c'était super. Et puis par la suite, en fait, moi j'ai juste compris un truc, c'est il faut écrire un film plutôt que d'essayer de l'expliquer. Voilà. Moi c'est comme ça que je force l'industrie. Généralement, j'écris un film, j'embarque des comédiens, et à ce moment-là, le film, d'un seul coup, il est possible. Voilà. Parce que si on parle d'Incroyable mais vrai, ou enfin d'ailleurs ça c'est valable avec tous mes films, si une tentative. Si on essaye de... C'est faux, c'est une lampe neuve. La lampe atteint sa fin de vie. C'est ça. Bon bref, j'ai perdu le fil. Essayer de pitcher ce genre de film, en fait, c'est perdu d'avance et les gens vont te regarder bizarrement, etc. Moi, je suis un peu un forceur, mais c'est beaucoup grâce aux comédiens, effectivement, qui viennent avec plaisir. Moi, j'arrive à forcer l'industrie à me suivre parce qu'en fait, je viens avec un script et des comédiens. Et la sortie de Steak, ça a été difficile du coup? Tu disais, ou enfin tu l'as vécu comment? La réception de ce film? Non, c'était chiant parce que en fait, on n'a pas eu le bon public, c'est-à-dire que globalement, la presse était catastrophique, à part les cahiers du cinéma, je sais pas pourquoi, à l'époque, ils ont vu que c'était un truc un peu bis, mais on a eu le mauvais public, on a eu des enfants qui avaient aimé les Dalton. Tu ferais maintenant, ça marcherait mieux sans doute. Mais bien sûr, oui, parce que ce serait en quelque sorte le bon public, même si ça veut rien dire, mais ce serait des gens avertis ou je sais pas quoi. Là, c'est un truc où on sait que
c'est ce qu'on va voir un peu, il y a un public un peu initié au cinéma quand même. Oui, c'est ça. Il y a un- Voilà. Là, c'était des gens pensaient aller voir un film de Eric Ramsey. Donc c'était une déception pour beaucoup de gens. Après, c'était pas un calvaire, mais en plus on avait fait presque 300 000 entrées. En vrai c'est super pour un film d'arrêt d'essai qui avait coûté 3,5 millions. En fait, c'était super. Mais comme l'industrie s'était imaginé qu'ils avaient la nouvelle comédie d'Eric Ramsey et qu'ils allaient mentir un peu au public, etc. En fait, ces gens-là étaient déçus, mais en réalité, c'était ok. Voilà, la preuve, je suis encore là. Mais effectivement, ça a été un peu plus dur de redémarrer après ça. Je te propose qu'on voit un petit extrait du film qu'on a calé, Ouais, super. si ça te va. Bien sûr, ça me va. Mais et pourquoi t'avais dû dire à elle? Ben voilà. Bon. Et tu vois très bien ce que je veux dire. C'est obligé. Hein. Comme elles sont toutes frustrées du cul, là. Et ben l'info, ça va circuler. Non mais, on avait dit qu'on n'en parlerait presque pas. Bon, tu me bluffes, là. Hein. Je raccroche. Ouais, faut que tu mettes là-dessus parce que bon, il a enfin reçu le contrat, mais forcément, il y a plein de remarques, donc moi je sais pas si, tu vois, si je vais finir dans les temps, quoi. Mais qu'est-ce que tu t'emmerdes avec ça? Mais c'est rien du tout, ça. Mais je vais m'en occuper. Putain, sans déconner. Eh oui, donne, je vais l'appeler. Oh putain, ouf, merci, c'est cool. Comment ça va, toi? Ouais, alors ça va, ouais, ça va, ouais, super. Eh, faut vraiment que tu prennes du recul, hein. Tu sais quoi? C'est juste un dossier, ce mec. Nous, on est des assureurs, on sauve pas des vies. Ouais, non, je sais, mais bon. Bon, alors, stresse pas avec ça. Sinon, à la maison, comment ça va avec Paris? Bof. Ah bon, putain, c'est dingue que tu dis ça, parce que moi, en ce moment, là, elle me brise les couilles. Tu vois ton père avec ses gonzesses, là? Tes couilles électroniques. Hein? Non, je dis, elle te brise tes couilles électroniques. Ah ouais. Ouais, mais en fait, c'est une vraie question. Bah, parce que est-ce qu'il n'y a que la verge qui est électronique ou est-ce que. Bon, tu vois, eh ben, elle marche pas ma blague. T'inquiète pas, c'est très drôle, je te jure. Et ça te dirait qu'on aille se faire un truc de mec, là? Histoire de changer les idées? Un truc de mec. De mec? Tu viens souvent ici? Ah ouais, dès que je peux. Ah, j'adore. Tu sais, ça me vide la tronche. T'as pas idée, hein. Comme tu m'en avais jamais parlé? Tu veux essayer? Non? Ok, putain, c'est super marrant. Putain. Ouais, mais je préfère regarder, je suis pas super à l'aise. Et t'aimes bien quoi en fait? Le bruit? Non, c'est l'instinct du chasseur. Sans déconner. Bah si, c'est la dernière fois que tu me demandais ce que c'était qu'un homme. Bah pour moi c'est ça. Tu vois, pour commencer déjà, bah, un homme c'est quelqu'un qui doit savoir manipuler les armes à feu. Bah si. Et de toutes les tailles. Ah si, regarde bien mon pote. Tu vas comprendre. Regarde. Oh putain! Il est mal réglé votre bordel là! Ça, je suis jamais tombé en tirant. Oh, c'est bon, foutez-moi la pêche, je suis pas handicapé. Hein. Ça va? Je vais rentrer, il est dedans. GG, ça va ou quoi? Non, merde. Ah bah, c'est pas si grave. Je peux dire ça va vous coûter un max de pognon ce soir. Hein. Vous allez entendre pas.
Ça va? Ma bite. C'est galère, je sais pas comment faire, putain, laisse tomber, pas ma faire. Attends, mais comment... J'en sais rien, ça doit être le choc avec le fusil. Il y a tout un composant qui a cramé. Je sais pas, je suis pas ingénieur, j'y connais rien, mais... Bon, il n'y a plus une seule fonction qui marche là, ça l'éteint, c'est cassé, c'est foutu. Je suis dans une merde, mais putain, une merde noire, tu peux pas imaginer. Je peux pas imaginer. Mince. Mais Comment je vais faire, putain? si c'est électronique, ça, il doit bien y avoir moyen de le réparer. Non, t'es con quoi. On l'installe au Japon ce truc. C'est même pas homologué ici. Personne ne va y toucher. Ils ont jamais vu ça les mecs. Faut que je retourne là-bas tout de suite. J'ai pas le choix sinon je vais crever. Bon. Voilà ce qu'on va faire. Tu dis que je suis parti dans le sud pour l'histoire de famille et tu restes le plus vague possible. Hein, et tu sais pas où je suis. Hein. Vague, ça marche. Voilà. Ah mais putain. Tiens, tu passes le message à Jeanne de ma part. Hein. Tu lui dis qu'elle peut m'attendre chez moi et que je reviens dans quelques jours. Ok? Bah, ouais, mais elle va me demander où t'es, c'est sûr. Eh ben tu te démerdes, t'inventes. Et surtout tu parles pas de ma bite. Hein. Ok, super, mon pote, je compte sur toi. Ça marche. Super. Salut. Théo. Et juste attends. Du coup, tu vas pouvoir t'occuper du dossier Jacques, quand même? Anne, t'es con? Je pars au Japon là. Ouais, c'est sûr. Ok, désolé. Salut. Ça va pas être très clair pour ceux qui n'ont pas vu le film. Enfin. Oui, il avait une bite électronique. Voilà. Non, mais c'est quand même. Bah, au-delà de la fable, il y a quand même. Moi, j'ai pris le film très au sérieux, quoi. J'ai pris très au premier degré, si tu veux, des enjeux sociétaux. Les masculinités qui sont voilà. J'ai été beaucoup coincé en promotion, parce qu'il faut parler effectivement du film. Et effectivement, on m'a souvent lancé là-dessus. Alors, c'est là, tous ces sujets-là, ils sont là, mais c'était pas ce qui m'intéressait quand je tournais. D'accord, ok. Ouais, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'entendre des gens rire. Donc, tous les sujets sont à peu près bons. D'accord, en fait, ok. Après, que ça parle de nous, etc., de notre société. Effectivement, moi je suis un mec qui vit à cette époque, donc en fait, je reçois les infos de mon époque et je les recrache en cinéma, mais ça me paraît normal. Il n'y avait pas une envie de ma part de... Non, mais sans innover sur l'éternelle jeunesse, les masculinités et tout ça, mais c'est des choses qu'on sait. Mais en fait, les personnages qui sont là et assez caricaturaux, par exemple Benoît Magimel, qui fait c'est pas une performance, mais qui donne vraiment à ce personnage de Gros Beauf une sorte d'humanité qui est. Mais je crois que c'est ça. Tu l'as reçu comme ça, et en gros, ça a été reçu comme ça parce que les comédiens sont hyper sincères. En fait, on n'est pas. Non, on n'est pas en surplomb. On n'est pas en surplomb pour faire. C'est pas une pantalonnade. Non, pas du tout. C'est joué très sérieusement. Moi, c'est souvent comme ça. En fait, on fait passer les trucs les plus débiles de cette façon-là. Après, c'est une forme de. C'est un langage. Il y a des mecs qui font des films. Il faudra peut-être penser à changer pour le prochain truc. Je sais pas, à un moment, vous attendez quoi? Vous attendez qu'il n'y ait plus personne? À un moment. Ah ouais, un moment. Ouais. Il y a des mecs qui font des films complètement débiles et c'est assumé, les trucs avec Will Ferrell, je sais pas quoi, j'ai même pas envie d'en citer. Et c'est super, il y a des mecs qui gèrent ça très bien et qui sont loin de la réalité. Moi, dans mon langage en ce moment, effectivement, je traite des... Voilà, je traite l'absurde du monde et de l'être humain, mais avec beaucoup de sérieux, et on le fait... on se dit toujours, en fait, avec les comédiens, on finit toujours par se dire, non, en fait, il faut rester dans un premier degré sincère, sinon ça devient on fait les malins et on essaye de vous faire marrer. En fait, on rigole plus quand le personnage a l'air sincère. En fait, moi, en tout cas, ça me fait ça. Voilà. J'y crois beaucoup à cette formule où on fait passer des couleuvres en fait parce que tout le monde est hyper sincère. Cette histoire de beat électronique, c'est complètement, ça pourrait passer effectivement comme un truc de grosse comédie à grosse ficelle. Nous, on le joue comme un drame intimiste, de façon hyper
voilà, il joue le gros beauf, mais il y a quand même une sensibilité, c'est pas juste une moquerie. Et c'est ça qui crée ce petit trouble, en fait, que moi je trouve marrant, intéressant, et qui fait que les sujets sont là, en fait, malgré moi. Non, mais dans le plaisir de jeu aussi, et dans la petite blague, même quand il est à son bureau, je trouve que les réactions de Magimel, sur les incompréhensions d'humour, de blagues, les regards, comme ça, tout ça, je trouve ça, encore une fois, c'est un vrai plaisir de jeu et de comédien. Et puis, ouais. Après, j'ai envie de te dire, moi, de mon point de vue, c'est le minimum syndical dans une comédie. C'est-à-dire que, en gros, c'est ce qu'on attend, c'est le minimum qu'on attend de ces comédiens qui sont brillants. On attend ce niveau de... Après, Magimel, il est à la frontière de la caricature quasiment, quoi. Justement, il flirte avec ça, où ça pourrait, par rapport aux autres comédiens qui sont beaucoup plus justement réalistes, où ils jouent vraiment leur rôle sans faire un sur-rôle, enfin un peu de composition. Lui, il est un peu dans une composition d'un vrai personnage, quoi. Mais c'est fragile un peu, justement, ça pourrait être dérivé l'histoire du film quasiment. C'est pas le cas, quoi. Donc c'était fragile, effectivement. C'est un peu démoussé aussi, c'est vrai. Et le couple, en fait, ils sont un peu out of the... Ils sont en mode too much, quoi. En mode too much, et ils arrivent à garder ce petit truc réel qui... Voilà, parce que sinon on fait des sketchs, en fait, c'est autre chose. Classique, ça fait un contraste entre les deux. Ouais. Après, tout ça, c'est des réglages. Nous, on cherche, en fait, c'est con à dire, ça fait phrase écrite, encore une fois, on cherche la vérité, c'est-à-dire qu'on a un script qui est complètement aberrant. C'était le même, on parlait de l'agent immobilier. Moi, ce qui m'intéressait dans cette scène, c'était j'avais envie que ça ait l'air vrai. Si ça n'a pas l'air vrai, d'un seul coup, on fait des sketchs. C'est un autre métier. Je pose une question dans l'écriture. Est-ce qu'il y a l'idée de... Ok, d'accord, j'ai l'idée de refaire une maison où il y a un truc, un pluie, machin, où on passe en 2 jours, 3 jours. C'est cette idée-là, et après on déroule, ou c'est autre chose, et cette idée arrive au milieu du scénario, et on en fait... Comment c'est... Non, j'ai commencé... cette espèce d'éclair comme ça, j'ai un truc marrant... C'est jamais la même histoire, ça se déroule jamais de la même façon. Là, je suis parti de l'envie de créer un couple entre Alain et Léa. C'était très simple, j'ai commencé à écrire une histoire... Dans un truc plus fou que ça, quelque part. Non, je me suis dit, tiens, j'ai très envie de retrouver Alain, parce que en réalité, ça commence à avoir 10 ans, je crois, un truc comme ça. Et j'avais adoré travailler avec Alain, et c'est un mec que j'entends dans ma tête, donc j'ai une espèce de facilité à l'imaginer parler, donc voilà. Et j'avais très envie de bosser avec Léa, je savais qu'ils n'avaient jamais tourné ensemble, donc il y avait un enjeu. Et puis j'ai commencé à écrire, je savais que j'allais dans un truc un peu dramatique, je ne sais même pas pourquoi, mais j'avais envie de parler d'un couple. D'avoir ce couple, je suis parti du couple, et puis après, c'est ce couple qui m'a emmené dans le conduit et dans le surnaturel. Et après, c'est écrit tout seul, en fait, un peu. Question. Je voulais savoir comment c'est ton approche avec les comédiens, du coup, parce que est-ce qu'il y a un travail en amont, une réflexion, ou c'est tout fait sur le plateau lors du tournage? Alors, encore une fois, ça dépend des projets, ça dépend des comédiens. Il y a des comédiens qui ont besoin de préparation, mais ça peut être des conversations, ça peut être parfois avec les moyens modernes, des références, on s'envoie des photos, on s'écrit, on communique beaucoup. Il y en a qui ont besoin de rien. C'est toujours il n'y a pas longtemps, qui était une sorte de suite de monologues avec des comédiens qui avaient beaucoup de blabla, et c'était assez intense, il y avait une masse de boulot colossale pour eux, donc là on a fait des répétitions, on s'est enfermé, on a commencé à aborder le texte pour qu'il soit prêt le jour J. Ça dépend des projets en fait, voilà. Un mec comme Alain par exemple, ça a été écrit pour lui, et il l'a validé en lisant, il m'a dit je ne vais rien changer, je m'entends dire tout ça. La préparation elle est terminée en fait, c'est-à-dire que c'est écrit pour lui, c'est conçu pour lui, ça lui plaît, il est à l'aise avec ce texte, et on se connaît, on peut effectivement commencer le vrai travail sur le plateau, parce qu'il y a une confiance, etc. Après c'est jamais pareil, voilà, Benoît, on s'est posé des questions, Benoît il se demandait, des fois il me disait est-ce qu'il fait ci, est-ce qu'il fait ça, il était même prêt il voulait qu'on lui donne à un moment il a été un peu trop loin, il me dit est-ce que ce personnage il serait pas plein de botox, voilà bon. Tout le monde se raconte son truc à sa façon, et puis en fait c'est ça aussi la préparation. Après moi c'est un truc que voilà, je l'ai fait là pour un film de monologue où on avait besoin de faire travailler les comédiens, mais c'est un truc que moi j'ai peur de cette étape où on abîme le texte en fait. C'est comme quand on voit des mauvais castings, et ça arrive tout le temps en fait, quand on cherche des petits rôles, etc. On passe par la phase du casting, des auditions filmées,
quand on voit une dizaine de mauvaises versions du texte, ça peut donner envie de le réécrire, par exemple. C'est un truc ça use un peu le texte. Et moi, j'aime bien. C'est pas de l'instantané parce que tout le monde travaille, les comédiens ils viennent préparer, ils apprennent le texte, ils répètent chez eux, j'imagine. Mais j'aime bien découvrir le jour J parce que du coup on a une impression, on est dans le vif et on sait que c'est tout de suite et qu'on va le figer tout de suite. Donc le cerveau fonctionne vachement mieux que un mois avant en répétition dans une pièce blanche où là c'est dur d'imaginer quoi que ce soit en fait. Voilà. Et où les comédiens donnent rarement la même chose quand ils sont assis autour d'une table ou quand il y a la caméra réelle qui est prête à capturer le moment. Il se passe quand même plus de choses quand c'est pour de vrai, on va dire. Voilà. Donc moi je fais gaffe à ça. Mais par contre, il y a tout un tas de petits éléments qui sont de la préparation, des conversations, des questions qu'on se pose tous. Parfois une photo, ça peut donner une idée. Parfois, des fois, c'est au téléphone. Voilà, là, je fais un film, bon, je peux pas en parler, parce qu'il y a des comédiens qui vont jouer un personnage connu, et ils m'appellent, en fait, pour faire des tests au téléphone, pour faire la voix du personnage connu au téléphone. Et c'est très efficace, c'est une forme de préparation. On n'est pas dans le vrai, ils n'ont pas le costume, on n'a pas les décors, c'est pas encore le vrai film, mais ça aide vachement à faire progresser voilà. Ce qui est sûr, c'est que tout le monde, en fait, les comédiens, l'auteur, on est fragile. Au moment où on fait le film en vrai, en fait, c'est un moment qui est hyper précieux parce qu'on peut complètement foirer, on peut passer à côté d'un truc, on peut se gourer complètement de... Voilà, c'est pour ça qu'un mec comme Benoît, là, sa proposition, elle est sans filet, en fait. Il déboule, il fait ça, et si c'est pas bon, c'est dur de revenir en arrière, en fait. Voilà. Alors qu'il y a des comédiens très techniques, comme Jean Dujardin, pour parler d'un mec que je connais, qui est suffisamment technique pour pouvoir faire 50 propositions différentes pour la même scène, en fait. Ça dépend des gens, en fait. Voilà, tout simplement, pour répondre à ta question. Aujourd'hui, il y a un personnage, est-ce que c'est dur à trouver, c'est le personnage de Léa Drucker, le personnage de Léa Drucker, jeune, tout jeune. C'est parce que la ressemblance, elle est très efficace, hein, ça marche hyper bien, ça, quand la version jeune. Je me dis que c'était pas forcément évident, ça. Non, peut-être fait numériquement, je sais pas, ou l'ingénieur en maquillage, non. C'est un vrai... non, c'est une vraie comédienne qui est chanteuse aussi, c'est Roxane Arnal. Et bah, pour le coup, pour rejoindre ta question, Roxane, elle est venue sur le plateau très souvent pour observer Léa. Et moi, je lui montrais des rushs, je lui ai montré comment elle descendait dans le tunnel, et elle a copié tous ses gestes, en fait. Elle s'est imprégnée, ça paraît con, mais en fait, au final, c'est ça qui crée l'illusion. C'est faire du mimétisme, quasiment. Exactement, voilà. Elle s'est appliquée à descendre les marches comme Léa, par exemple, pour qu'on se pose même pas la question, en fait, et c'est très efficace parce qu'après la ressemblance physique elle est hyper relative, elle lui ressemble pas tant que ça. En tout cas, moi je trouve que oui. Il y a un air. On peut, si on faisait plus qu'un ressemblance, mais qui est dérangeante parce qu'on sent quand. Comme ça c'est super, c'est super. Ça c'était une vraie trouvaille. Ouais, puis c'était, en fait on trouvait pas, elle est tombée du ciel. C'est pour ça que je pose la question, je me disais que c'était pas évident. Non, pas évident, mais on n'a jamais envisagé le trucage numérique, ça aurait été terrible. Je pensais que c'était la même actrice. Tu vois. Au début, moi aussi, vraiment la toute première fois. Et après, j'ai filmé, évidemment. C'est super, c'est super. Sous le rajeuni, mais on va s'arrêter, on va faire la dédicace. Mais juste quelques mots sur le film qui va venir, peut-être. Fumer fait tousser, si tu veux en parler. Ouais, alors c'est pareil. Ça sort quand déjà 30 novembre. 30 novembre, d'accord. C'est complètement autre chose. Pour le coup, c'est très léger, mais très empreint des angoisses actuelles. Voilà, c'est-à-dire que c'est fumer fait tousser. Pour synthétiser, je pense que c'est un film qui veut être très drôle, mais qui est rattrapé par les angoisses de notre époque. Donc c'est marrant, c'est un espèce de mash-up d'angoisse, mais étiré au max pour en faire de la comédie, mais c'est très ancré. Sauf que c'est un peu fantaisiste. Avec des éléments culturels un peu pas nostalgiques, mais qui se déroulent un peu. Complètement nostalgique. Moi, je pense à Meet the Feebles. Il y a Meet the Feebles, il y a tout ça. Et le casting, c'est. Alors le casting, il faudrait une demi-heure pour le. Il y a du monde, d'accord. Ouais, il y a plein de gens, mais c'est super. Encore une fois, j'ai créé une troupe. Bon, il y a ce groupe de justiciers qui s'appelle les Tabac Force,
qui sont contre la cigarette. Et c'est Gilles Lelouch, Oulaya, Amamra, Jean-Pascal Zadi, Anaïs de Moustier et Vincent Lacoste. Et ça c'est le cœur du film, c'est le groupe de justiciers. Et puis après il y a plein d'histoires qui viennent se greffer à ce truc, des histoires d'angoisse, mais au final c'est comme un creep show. Je sais pas si les gens connaissent creep show, c'est une espèce de film avec des histoires. C'est un peu ça, version 2022 avec c'est très sanglant mais très léger. Voilà. Allez-y. Bon, super, bah merci. Un grand merci à toi, merci à toi. On peut donner rendez-vous vers la grande table où Quentin dédicacera, les DVD Blu-ray, et puis on offre un pot, voilà, pour tout le monde. Merci à vous. Merci. Très sympa.